Je viens d'arriver à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle puisque... Oh, tu n'es pas seul aujourd'hui. Voici, mais c'est Étienne, le fameux Étienne. Bonsoir. On va au pays du Père Noël, en Finlande. Et là on va retrouver un autre pote, Alexandre. On est vraiment des jumeaux de valise. Force rouge. Force jaune. Et Total Spice partent en vacances. J'ai hâte de voir si Alexandre a force bleue. On est très déçus. On a misé sur une valise bleue. Et là c'est force caca. Va bien le faire. Parti. Voilà, enfin arrivé en Finlande. Là on vient de récupérer la voiture à l'instant. On a 3 heures de voiture, c'est ça je crois? Ouais, un petit peu plus. Pour arriver à Savonlinna, qui est la ville où il y a notre petit Airbnb qui a l'air... Ça fait vraiment 1h30 que je suis arrivé, je sens qu'on va très peu s'entendre musique et m'en parler. Je suis vraiment avec 2 boomers. Oh mais regardez-moi ça. L'amour. On parle d'amour. Oh oui. S'il vous plaît, j'aimerais un numéro d'urgence pour de l'aide. Ou alors chercher à m'enfuir peut-être. Quelqu'un peut-il m'aider? Bon ça y est, je me suis mis dehors pour commencer la vidéo. On vient d'arriver dans le Moki. Là je me pèle le cul, il fait hyper froid. Mais il fallait que je fasse une entrée un peu stylée parce que franchement l'intérieur là, oh, si vous voyez ce que j'ai en face de moi, il y a le salon juste là. J'ai fait un petit feu en arrivant. C'était vraiment genre la base à faire ici. Et là on va se poser tranquillement, on va défaire les valises et dodo parce que demain on débute vraiment et je vous montre le petit chalet demain matin au réveil. Sur ce, bonne nuit. Je me suis explosé le pied. Ça y est, premier jour en Finlande, premier matin. Enfin, matin. Il est 12h30. J'étais complètement défoncé ce matin au réveil quand j'ai ouvert les yeux. C'est absolument incroyable de pouvoir déguster ce chocolat chaud. Vraiment, sur le ponton, au milieu du lac, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. C'est génial. Je vous montre quelques images de l'hébergement qu'on a avec les potes. Juste là, maintenant, tout de suite. C'est parti. Alors, hop, putain, ça caille, il fait 3 degrés dehors, mais bon, c'est hyper cool. Alors là, du coup, on est en vacances avec des potes. On est dans un lieu vraiment hyper calme, hyper tranquille, apaisant. Je me suis dit, pour cette vidéo, ce serait hyper cool de se recentrer comme ça sur nous, entre potes, de lancer un échange sur un peu nos peurs, nos angoisses, ce qu'on peut appréhender dans la vie, faire un point sur notre vie, bref, des questions existentielles sur la vie. Et je voulais commencer ces petits échanges avec Étienne. Alors, on va le chercher. Et vraiment, ici, le lieu est incroyable. Vraiment, genre, il y a la petite barque qui est là-bas, juste derrière. On ira faire un tour après dans la vidéo. Je suis aux anges là, c'est génial. Eh, Étienne, j'ai un truc à te proposer. J'écoute. Il fait moins 0,1 et ressenti moins 4. Oh putain, rien de mieux que ce petit moment sur ce ponton au milieu du froid pour parler d'une thématique qui nous est chère tous les deux. C'est la place des réseaux sociaux dans notre vie. En tant que photographe, j'utilise énormément Instagram par exemple. On a vite compris qu'en fait, il fallait se développer sur plusieurs plateformes différentes. Il y a ça en plus, c'est que c'est même pas que Instagram, parce qu'on pense à ça parce que c'est le réseau principal et c'est compliqué d'allier vie perso, présence sur les réseaux sociaux. Travail que ça incombe parce que c'est un travail vraiment, ça demande du temps. C'est ce que j'explique aux gens chaque fois, c'est qu'en fait pour des gens mettre une story, en fait c'est filmer une vidéo, la poster. Alors que moi en fait, des fois je passe déjà quasiment 10 minutes sur une story quoi. Même par exemple juste poster des photos. Ouais. En fait il y a poster les photos, écrire la bio, penser à taguer les gens, regarder si le format passe bien, faire des tests. Et tout ça mis bout à bout en fait ça prend énormément de place en fait. Bah ça quand tu remets ça tous les jours ou tous les 2 jours. Bah tiens en parlant de ça, c'est quoi ton temps d'écran par exemple? Mon temps d'écran, 5 heures par jour je crois. Ouais bah
5-6 heures Tu veux qu'on parle de mes stats? Vas-y. Ça doit aussi entre 8 et 10 heures. Oh la vache! 10 heures sur 24 sur ton téléphone. Ah, c'est chaud. Depuis peu, quand même, ça me pose beaucoup de questions parce que je me rends compte que le téléphone, c'est vraiment une addiction en fait. Dès qu'il y a un petit temps nul, tu n'as rien à faire, tu pourrais te poser, réfléchir, enfin peut-être aller vers l'humain, échanger, faire quelque chose. Et moi, c'est devenu ce réflexe de juste ouvrir mon téléphone. Ça se trouve, je vais sur Instagram l'espace de 15 secondes, quoi. Ça peut être un tout battement. Pour juste regarder une story ou deux, puis je vais le reverrouiller, et ça va faire ça tout le temps. Il y a toujours ce côté un peu... faut aller voir l'écran, aller voir ce qui se passe. Oui, voir les nouveautés. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi être connecté tout le temps avec tout le monde. C'est là où la place de ton propre bonheur personnel, en fait, il est plus là, quoi. Des fois, je passe juste tout mon temps sur les stories, par exemple, à regarder ce que font les gens. Ou des fois, je me dis, mais en fait, tu pourrais ne jamais checker ce que font les autres. Oui, parce que ça change pas ta vie. Il y a une petite part où tu peux de temps en temps regarder un peu les stories, voilà, mais je pense que dans les outils d'Instagram, par exemple, les favoris, je pense que ce serait peut-être plus utile pour se dire, je regarde 20 stories, que une barre qui n'en finit jamais, en fait, parce que c'est ça. Hein. C'est vrai que moi, j'ai rajouté 0 favori. Ah ouais? J'en ai aucun. J'aime pas ce truc-là. En fait, j'utilise mon compte de manière un peu désintéressée. Comment dire ça? C'est mon compte perso, mais c'est mon compte pro, entre guillemets. Pro dans le sens, c'est mon compte de personnalité, pas connue, mais personnalité sur les réseaux. Ouais. Et il y a ce côté désintéressé où je veux pas mélanger du tout ma vie perso avec mes potes proches et tout, et le compte influenceur, tu vois. C'est juste que les gens, en fait, eux, c'est que du perso. Donc ils peuvent avoir nettement plus de temps pour autre chose. Ouais. Nous, vu que c'est le perso plus le pro, en fait, ça te pousse beaucoup plus à te remettre en question et à te dire, ah oui, là, il serait peut-être temps que je fasse autre chose, que je lise, que je fasse de la musique, du dessin. Il faut doser, quoi. C'est ça. En fait, c'est pas parce qu'on veut que ce soit le job de notre vie qu'il faut que ce soit notre vie. C'est ça. Avec un voyage comme dans un lieu comme ici, par exemple, je parle à nettement moins de gens. Et je me suis tellement reconnecté avec le monde qui m'entoure, en fait, quoi. Parce que dans un lieu pareil, si tu le fais pas, c'est terrible, quoi. Si tu restes 8 jours dans ta chambre à checker les réseaux et tout. Mais c'est là où je sens qu'en rentrant, je vais me dire, m'instaurer des temps, en fait, quoi. Tu vas me dire, là, je m'accorde vraiment une petite demi-heure pour aller checker un peu les posts, les machins. Oui, c'est ça. Puis une demi-heure, en fait, il faut vraiment se délimiter. C'est un énorme rapport avec l'hygiène de vie, en fait. Complètement, parce qu'après, le but c'est de faire un marathon, c'est pas de faire un sprint. C'est ça, parce que très vite, en fait, tu peux... en plus, nous, dans le métier, on peut se dire, on peut se coucher super tard, le réveil, c'est moi qui le gère, je suis mon propre patron. C'est pour ça que j'en ai eu marre, j'ai eu ce déclic-là de faire, putain, j'ai fait ma transformation physique, comme ça, en plus d'avoir un corps de bâtard. Et en plus, ça, je récupère une hygiène de vie saine. Et ça a complètement marché. Mais c'est vrai que la clé, j'ai l'impression que si tu fais ne serait-ce que juste te coucher à 22h, tout le reste change. Mais bien sûr. Tout le reste, le fait que tu sois moins sur les réseaux sociaux, le fait que tu aies plus d'énergie tous les jours, le fait que tu te lèves, que tu aies une vie normale entre guillemets. En fait, vu que tu te couches à 22h, t'as plus le temps dans la journée de perdre du temps. Bah oui. Et vu que t'as plus le temps de perdre du temps, et t'as intérêt à t'organiser pour être productif. Mais du coup, on parle plus du tout des réseaux sociaux. Ouais, mais t'as vu tout ce que ça... Oui, en fait, c'est le réseau social, il est là. Il y a tout ce qui s'entraîne derrière. Qui derrière, ouais. Avec un lieu comme la Finlande, comme ici par exemple, il y a un calme, une sérénité qui agrève parce que ça te remet en question sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'était hyper agréable d'aller sur le ponton, juste se taire, puis écouter un peu ce néant, ce silence, la nature, le calme en fait, et retourner à des choses qui ont été vite oubliées, je trouve. Et la vie va moins vite ici. Ah oui, mais ça... Alors déjà parce qu'il fait que 4 heures de jour par jour. Ouais. Et donc du coup, t'es moins productif dans la journée. Et ça fait du bien de ralentir en fait. Donc je dirais que bilan, les réseaux sociaux, la place qu'ils prennent. Le juste milieu. Le juste milieu toujours. Les réseaux sociaux, la place qu'ils prennent, c'est à contrôler. À contrôler, ouais. Et tout ne mérite pas d'être partagé sur les réseaux. C'est ça, du juste milieu. Merci pour cet échange. De rien. Premier de cette série. On va rentrer. Oui, il fait très froid. Le cul là. Oh la vache. J'ai plus de doigts. Si tu me serres la main, mes doigts ils tombent. Petite aventure de la journée, il faut savoir que dans le Moki où on est, donc le chalet où on est ici, il n'y a pas d'eau courante. Et donc on est obligé d'aller régulièrement dans un supermarché, en gros c'est un peu ça, non? Oui, c'est l'entrée d'un supermarché en fait. Pour remplir des bidons pour avoir de l'eau potable, les voici. Et donc là c'est la mission du jour, aller remplir les bidons d'eau potable. Le paysage a changé d'un coup là. Il est 18h30, on est parti, il était
midi, 11h30, 40, midi, je sais plus. Et cette fois, on va enfin remplir nos bidons de flotte. Est-ce qu'on peut filmer cette pellicule de crasse sur le coffre, s'il vous plaît? Vraiment. Ah, YouTube, c'est de l'amour. À chaque fois, ils disent que je dessine des bites, mais non, c'est faux. Ne vous dis pas toute la vérité. Pour remplir les bidons d'eau potable, il faut aller dans un petit magasin, une petite supérette qui est à côté du chalet où on est. Ah, ça c'est cocasse. Est-ce qu'on vous dit que on a que 2 bidons d'eau, même pas 1,5, que là la porte elle est fermée et que potentiellement on a encore besoin de 3 jours d'eau? Là-bas, là. Il y a le robinet pour remplir ces bidons. Et en fait, ils finissent leur journée à 16h ici, donc on est un peu complètement décalé. Bah, non, mais on a arraché de la bière, c'est pas grave. Place maintenant au deuxième échange. Échange avec Monsieur Alexandre. Enfin, Alexandre Alexandre de son prénom, oui, Bertrand de son nom. On se connaît depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Ouais, donc, on s'est rencontrés quand on était en seconde au lycée. Et avant d'amorcer quoi que ce soit, je voudrais faire une tranche de saucisson à notre honneur. Écoute, je vais te le filer, parce que moi, je galère de ouf. Et donc, ça me permet d'amorcer la première idée, c'est que avec Étienne, on a vu la place des réseaux sociaux dans la vie. Et là, je me disais que c'était intéressant avec toi de faire un point, parce qu'on a 26 ans tous les deux. On arrive tranquillement vers la trentaine. Je sais que c'est un point noir, très sensible à aborder. Sensible, Thomas. J'y pense de plus en plus. D'ailleurs, c'est quand j'ai eu 26 ans, merci beaucoup, que ma famille m'a dit « Ok, ça y est, t'es plus proche de la trentaine que de la vingtaine. » Et j'ai fait bande de connards. Quelle belle phrase, finalement. Vraiment. Santé. C'est le truc le plus con que j'ai fait de ma vie, ça. Trinquer au saucisson. Et donc bref, voilà, tout ça pour dire que on a bientôt 30 ans. Jamais perso je me suis posé dans la vie pour me dire tiens j'ai traversé ça. Et donc je voulais discuter avec toi, vu qu'on a le même âge, à peu pas la même expérience, mais justement c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu as accompli de grand? Attention, question très compliquée déjà. Très compliquée. Mais qu'est-ce que tu as accompli de choses qui t'ont marqué déjà, de la fin du lycée jusqu'à aujourd'hui? Bon déjà il y a les études, une période avec les études sup. Je pense qu'on a vécu des choses assez différentes, mais moi j'ai vécu des études sup assez intenses, ouais. Avec des gens que j'ai rencontrés et qui sont très très importants aujourd'hui. T'as fait un master toi? Ouais, j'ai fait 5 ans d'études. Ouais. 5 ans d'études, mais qui sont passés assez vite finalement. T'es un peu entre cette phase où t'es encore insouciant, tu vas de beuverie en beuverie, Ah bah ça, on connaît. Hein. Ouais. T'as des potes que tu vois tout le temps en cours. T'es avec des potes, le soir t'es avec des potes, le matin quand t'es dans le mal parce que tu rentres de soirée t'es avec des potes. Et à la fois t'as ce côté un peu adulte où tu commences à avoir un peu d'argent, même si c'est pas incroyable, hein, loin de là. Tu peux commencer à faire tes propres choix et ça c'est un vrai bonheur. Et en fait c'est un peu le seul moment où t'as l'accomplissement des deux, entre les potes, la vie, le temps. Et un début d'indépendance que t'attends depuis 18 ans et que ouais, fait du bien, c'est hyper cool. Je sais pas comment t'as vécu toi tes 3 ans d'études. Bah moi du coup c'est 3 ans, imagine 5 ans c'est passé vite, alors 3 ans c'est vraiment genre un éclair. Ouais là ça a dû être... C'est passé très vite et je sais que de toute manière je le revivrai jamais pareil. Parce que c'est aussi une découverte, c'est aussi une première expérience de plein de choses, c'est aussi apprendre à désapprendre. Je m'explique. C'est que j'ai été éduqué d'une certaine manière. Ah oui, je vois très très bien ce que tu veux dire. Et j'ai eu l'impression de découvrir une nouvelle facette de la vie quand j'ai commencé mes études supérieures. C'est que j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées de ma vie dans le cadre social où j'étais et tout. J'ai fait des expériences que jamais j'aurais faites si j'étais resté dans le même cadre encore. Enfin bref, j'ai plein d'expériences, plein de choses. Enfin, j'ai découvert la vie. Et pour ça, je trouve que les études supérieures sont un passage, un rituel très important. Ouais, vraiment. Peut-être qu'il y a un deuxième point marquant. Si on va dans la continuité des choses, moi personnellement, à la fin de ma 5e année d'études, j'ai monté une boîte. Ça change les études, on va dire. C'est quelque chose de complètement différent et je comprends ce que tu dis parce que j'ai créé ma boîte aussi. En fait, tu sais quoi, il y a un truc que j'ai vu au collège qui a eu une répercussion de ouf sur tout ce qui a suivi derrière. C'est une conférence TED que j'ai vue où c'est un mec qui parlait de notre espérance de vie sur plein de petites cases sur une feuille A4. Ah oui. J'ai plus le nom en tête, mais le nom s'affiche là sur l'écran. C'est en voyant cette feuille-là, avec toutes les semaines de ta vie, où je me dis, j'ai pas le temps de perdre du temps. Et j'ai pas envie de faire des détours trop gros pour arriver à ce qui me passionne. J'aime bien ta phrase, je ne veux pas perdre du temps. J'ai pas le temps de perdre du temps. J'ai pas le temps de perdre du temps. Ouais. Mais en fait, elle est incroyable cette phrase. Et je l'utilise tout le temps, c'est vraiment mon mindset. J'ai pas le temps de perdre du temps parce que t'as pas le temps d'avoir peur, t'as pas le temps de réfléchir à peut-être un jour faire tel truc. Non, t'as pas le temps de faire ça, t'as pas le temps de... Et du coup, tu agis quoi. Comme tu m'as dit, j'aime beaucoup ta phrase aussi. Je t'aime beaucoup évidemment. On s'aime beaucoup évidemment.
Mais c'était... Attends, je l'ai oublié. Attends, on a vraiment fait la même chose. J'adore ton mindset, mais je l'oublie complètement. Ah, flûte, attends, je l'avais en vrai. Bah, j'ai oublié. Bon. Mais ça, l'avantage, c'est que je ne la connais pas non plus. Sache que j'aimais beaucoup ta phrase. Excellent. En fait, c'est un gros avantage qu'on a quand même, tous les deux. Ouais. C'est que dès la troisième, en fait, enfin même dès la seconde, si tu veux, on connaissait déjà le domaine qui nous passionne, qui nous animait en tout cas. Et ça, c'est un cheat code, j'ai l'impression, dans la vie. Cheat code, il fait de l'informatique. Il est dans le domaine, vraiment, il n'y a pas de doute. Moi, je sais que j'ai du mal à comprendre des gens qui me disent je sais pas ce que j'ai envie de faire. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses que personnellement j'aurais envie de tester. Ouais. Comme toi avec la pâtisserie, comme. Oui, il y a plein de choses à côté de la vidéo qui me passionnent aussi. En fait, si la vidéo ou si pour moi l'informatique n'avait pas existé, t'aurais mangé mes brioches. J'aurais mangé tes brioches et on aurait peut-être d'ailleurs ouvert une pâtisserie ensemble. Parce que moi j'adore cuisiner aussi. Non mais voilà, il y a plein de trucs qu'on aurait aimé essayer. Je dis aux gens, qu'est-ce qui te passionne? Et il y en a plein qui sont là en mode. Je sais pas. C'est dur. Un de mes regrets principaux, enfin si c'était le regret principal, parce que j'ai pas vraiment de regrets de moi sur mes dernières années, c'est le fait d'avoir... ah non, j'ai 2 regrets. C'est le fait d'avoir créé un collectif avec des potes et que ce collectif-là soit mort parce que notre objectif n'était pas commun sur l'objectif de la chaîne à long terme. Et le deuxième regret, c'est plus personnel, c'est de ne pas avoir trouvé mon... Ton alter ego. Non pas... Enfin, c'est pas alter ego, parce que l'alter ego, il y a un côté miroir. Je me suis pas rencontré moi-même. Je kifferais me rencontrer moi-même, mais c'est pas ce que je veux dire. Je kifferais sortir avec moi-même. C'est vrai que tu kifferais coucher avec toi-même finalement. Oui, finalement. Pas moi devant le miroir, mais en tout cas dans la manière de penser. J'ai pas rencontré mon âme sœur créatif. Ton âme sœur créative. Ouais. Tu vois, par exemple, m'a fait Carlito, ce côté fusionnel dans une relation, dans la création, etc. J'ai pas rencontré ça. Je pensais l'avoir rencontré avec le Takoum, avec des personnes dans le Takoum, et de fait, 4 ans plus tard, je m'aperçois que c'est pas le cas. Après, encore une fois, c'est des passages, puisque vous avez commencé, à mon sens, au même stade, c'est-à-dire à utiliser YouTube comme une plateforme de diffusion, et vous ne connaissiez pas la finalité. Mais en quelque sorte, sans ce début de collaboration, les vidéos qu'il y a eu sur la chaîne du Takoum, il n'y aurait pas eu de Fantax You. Sans Fantax You, il n'y aurait pas eu McFly et Carlito. Sans McFly et Carlito, tout s'enchaîne comme ça. Et au final, c'est qu'un chemin parcouru sur lequel on se dit il y aura peut-être une autre voie, quoi. Comme tu dis, chaque chose en entraîne une autre. C'est ça. Et donc, il faut plus accepter le côté que ça a vécu, ça a apporté tant de choses, on a passé des bons moments, et maintenant, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est une nouvelle aventure. Et c'est pour ça que je relativise beaucoup par rapport à ça et que j'ai beaucoup moins de regrets. C'est que je me dis juste que, ok, c'est un épisode de ma vie, c'est derrière moi, et maintenant j'avance et... Je comprends la difficulté de refermer un chapitre. Ouais. C'est quand c'est ton bébé, tu vois. Ouais. C'est comme ça, exactement. Bah écoute, franchement, je me pèle le cul. Je sais pas toi, mais là, j'ai les doigts de pied bleus, je pense. Bah, de la couleur de mes chaussures. Exactement. Je me pèle le cul, mais je suis ravi d'avoir pu échanger là-dessus avec toi. Je savais que ça allait être hyper intéressant. J'ai pas retrouvé la phrase qui m'a beaucoup marqué, qui me plaît beaucoup. Elle me plaît toujours, ta phrase. Je suis ravi d'avoir pu parler de tout ça, de faire un point avant les 30 ans, dans ce cadre... qui est vraiment exceptionnel. Il est fabuleux. On a un autre échange à faire encore avec Étienne, juste après. Et puis c'est parti. Allez, c'est parti. Allez hop. Allez, Paula. Bonsoir, c'est très dangereux de vous accueillir comme ça. On va faire des pizzas ce soir. Et donc c'est parti pour la pâte à pizza maison. Je fais plein de petits cubes. Ce sera une pizza savoyarde en Finlande, rien à voir. On a juste à côté un four à pain et des plaques de cuisson. Oula, c'est dur à dire ça. Et des plaques de cuisson. Pour chauffer les plaques, c'est au feu de bois. Donc on met des bûches sous la plaque. Bref, c'est très très stylé. On va faire la pâte à pizza tous ensemble. Alexandre, j'ai besoin de la recette. Eh ben écoute, on va commencer par là. On dirait une émission de télé. J'ai fait un volcan. Il met l'huile sur ma main. C'est pas fait exprès, vraiment. C'est pas une pizza à la main. Ça t'amuse? Oui. Je peux pas mélanger avec lui. Ah si, comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà. Fais un eus là. Veux-tu que je te tienne le saladier, toi? Ah oui, tiens-moi le saladier. En tout cas, ce sera vraiment fait avec amour. Les gars, il est quelle heure là? 17h50. À quelle heure est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir déguster cette première bouchée de pizza? Je pense qu'on peut manger 18, 19, à 21h35 on mange. Oh non! À 20h30 on mange. Toi tu dis quelle heure? 20h48. 20h, donc Non, t'as dit 21h30. Quel connard! 22h, 21h30 et 20h30. 20h30. Ok, on réponse part là-dessus. maintenant. Il est quelle heure? 22h. J'ai fini de manger à 22h. J'ai commencé à 21h30 et Alexandre n'a pas encore mangé. Donc en fait, la seule personne qui a perdu ici, c'est Alexandre Bertrand. C'est moi! Et j'ai l'impression de prendre l'anus de quelqu'un là. Oh
On arrive enfin à un moment où la pizza commence à avoir un peu de gueule. Oh la vache. Ouh, putain, je suis dans le sauna depuis tout à l'heure là, le temps que la pâte à pizza repose. Mais ça y est, maintenant on va pouvoir la finir. C'est parti. Ça fait 15 heures que je suis en train de faire la pizza là. Et le petit final, les petites pièces de poulet. Allez, dans le four, 300 degrés. On va voir ce que ça va donner. Oh, l'odeur est très bonne. J'en perds la main le cul. Ça vaut quoi? Un peu de la merde, mais bon. Pour la vidéo, on va dire que c'est cool. Attends, il a fait tomber sa pizza par terre. Au moins, ça va pas être compliqué à ranger. Oh non, c'est si drôle. Bon, je sais que je suis à l'envers pour baguiller, mais vu que la caméra est en face de moi, c'est un peu compliqué de faire autrement. Je peux pas me mettre dans le bon sens, donc voilà, vous moquez pas de moi. Je fais comme je peux pour faire une vidéo de qualité. Ça y est, nous voilà au milieu du lac, dans le bateau. Je crois qu'il n'y a pas endroit plus calme et apaisant, quoique la forêt était pas mal aussi. Mais là, on arrive sur un paysage qui est très très particulier, au milieu du lac, hyper agréable. Donc c'est parti pour ce troisième échange. Et c'est pas un échange avec Étienne ni Alexandre, c'est un échange avec vous. Avant de partir en Finlande, je vous ai envoyé par story une question. Quelles sont vos angoisses dans la vie? Je vous invite à m'envoyer un petit vocal en DM et puis on écoutera ça dans la vidéo. Et puis ça permettra de discuter un petit peu ensemble, voilà, de manière interposé. Et j'en ai pris 3 qui, à mon sens, englobent le plus les autres vocaux que j'ai reçus, parce que tous sont un peu liés au final. On va écouter ça ensemble de suite. Il faut juste que j'arrive à stabiliser cette barque. Et puis on fait ça de suite. Donc voici le premier enregistrement. Pour répondre à ta question, du coup, quelle est un peu la plus grosse angoisse de ma vie, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, c'est l'utilité. J'ai toujours pensé, j'ai toujours espéré que je serais utile à la société, utile au monde. Et de plus en plus, je me rends compte que, en fait, peut-être pas, peut-être que je vais absolument rien faire de grand. Et on peut faire bouger les choses. Mais pour ça, il faut des gens, il faut des figures. Et c'est chiant parce que c'est toujours ce que j'ai pensé faire. Et du coup, j'ai pas de réponse à cette question de est-ce que j'ai une utilité, moi, en tant que personne, en tant qu'individu. Parmi toutes les angoisses que je peux avoir, je pense que c'est le top du top. Le number one du number one. Je la comprends très bien, celle-là. Cette angoisse de l'utilité, de penser qu'on va changer le monde et qu'en fait plus ça va, plus on se rend compte que c'est pas le cas. Je peux pas vous parler de banalité, donc je vais forcément vous parler par rapport à mon expérience personnelle. Et par rapport à ça, mon point de vue, c'est que je comprends totalement cette idée de vouloir se sentir utile et penser que c'est notre destinée. Après, je pense que les meilleurs leaders sont ceux qui ne cherchent pas à l'être. On a un truc qui nous tient à cœur et on se défend corps et âme pour y arriver, pour le défendre, etc. Et donc on devient par défaut le leader de cette idée, mais sans qu'on l'ait voulu à la base. C'est juste que c'est un truc qui nous tient à cœur. Si on assume ses décisions, ses actes, ses idées, qu'on s'affirme, forcément on dégage une certaine aura, une certaine confiance en soi, où les gens vont adhérer à ses idées, à ce qu'on dit, etc. Et donc dans cette idée de se rendre utile, on est utile dans le partage. Si on reste tout seul dans notre coin, évidemment on va moins avoir le sentiment d'être utile, parce qu'on se rend utile quand on a un effet sur d'autres personnes. Et donc se sentir utile pour moi, c'est avant tout créer, dans mon sens à moi. Je me sens utile si j'existe. Et j'existe parce que je crée. C'est pas le fait de ne pas me sentir utile qui m'angoisse, c'est le fait de me sentir inutile, de ne pas avoir existé. Il y a eu des milliers de générations avant nous. On en garde quoi de tout ça? On ne garde que les grandes figures, genre Alexandre le Grand, Toutankhamon, César, etc., que des grandes personnalités. Tout le reste, c'est un peu ce qui gravite autour, tu vois. C'est des humains qui ont existé, qui sont là et on s'en souvient pas vraiment d'eux. Et moi, ça m'angoisse d'être cela, d'avoir été quelqu'un qui est arrivé sur Terre, a fait sa vie, a disparu, et pouf, aux oubliettes. Et ce truc-là, moi, ça me met pas bien. Là, YouTube, pour moi, c'est une capsule temporelle, parce que là, je diffuse des choses depuis 2012 sur YouTube, et quand j'aurai 40 ans, ça existera encore, je pense. Et donc, c'est une capsule temporelle que je laisse, quand je serai mort, ça existera encore, tu vois. Voilà. Je pensais que c'était un exercice facile de parler comme ça, de répondre à vos vocaux, de donner un point de vue et tout. Et j'ai pas après réfléchi aux idées, là j'écoute et je réagis vraiment à chaud et c'est extrêmement compliqué de devoir pagayer
en racontant des choses. Donc voilà pour le premier vocal. C'est vraiment pas un exercice facile de faire ça, de parler, de répondre, de donner un avis sur ce que vous me dites par rapport à vos angoisses, etc. C'est des choses très personnelles et j'essaie de donner des avis personnels pour qu'il y ait un réel échange avec vous. Et on passe maintenant au deuxième vocal. J'ai plusieurs angoisses dans la vie, mais on va quand même se concentrer sur une, sinon ça va durer longtemps. Je pense qu'il y a une de mes angoisses, c'est de grandir trop vite, genre de vieillir trop vite et de me rendre compte en fait trop tard que je me suis gouré dans des choix et tout, dans des choix de vie, dans des choix de carrière entre guillemets, de relations aussi, et me dire putain merde c'est trop tard et tout, j'ai loupé le moment où fallait que je fasse telle décision, que je profite de telle manière, que je me comporte d'une telle manière. Je pense que ça vient d'un manque de confiance en moi, d'une difficulté aussi à faire des choix. C'est une angoisse pour moi parce que parfois ça peut provoquer du stress, de la remise en question. Et puis ça peut me freiner parce que généralement quand on est trop dans la réflexion, ça nous empêche d'être dans l'action et voilà, et de lâcher prise, de nous faire confiance. Donc voilà, après c'est un équilibre à avoir bien sûr, mais je pense que j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Même si ça progresse. Voilà. J'adore, c'est vraiment hyper intéressant. Et tout ça en fait... Aïe. Oh non, je vais tomber mon téléphone dans la flotte. Oh. Plusieurs angoisses. Merde, attends, non. Se concentrer sur une, sinon ça... Oui, voilà. Alors, je reprends le contrôle de la barque et je vous réponds tout de suite parce que j'étais en train de dériver. Ouais, j'adore vos vocaux, ils sont tous hyper intéressants et j'adore le fait que vous avez été vraiment hyper sincère dans tout ce que vous dites et je trouve ça hyper génial. Par rapport à ce vocal-là, je pense qu'on retrouve beaucoup, encore une fois, la peur d'agir. Cette peur d'agir est vraiment, j'ai l'impression que c'est une angoisse commune de tout le monde. Si on a une angoisse, je pense que c'est le meilleur truc pour aller à fond dedans. Par exemple, j'avais peur des araignées et donc j'ai décidé de prendre les choses en main et d'aller voir un arachnologue pour combattre cette peur des araignées, pour manipuler les araignées. J'en avais sur les bras, etc. C'était une horreur. Et j'avais trop peur, c'était horrible. Et pourtant maintenant, le fait d'avoir été mis en confiance par ce zoologiste, cet arachnologue, ça m'a aidé de ouf pour la suite. Et maintenant, à la maison, ça me fait rire, mais des fois il y a des tégénères à la maison, des petites araignées noires, enfin des grosses araignées noires, et je les prends dans les mains pour les décaler un petit peu, parce que bon, je suis pas non plus leur meilleur pote, j'ai pas envie qu'ils dorment dans mon lit avec moi, mais en tout cas, je vais pas les tuer, les écraser, les mettre dehors, etc. Je vais juste les prendre dans ma main et les mettre un peu plus loin dans la maison, tu vois, mais elles vivent avec moi encore. Si je m'étais pas pris en main, si j'avais pas forcé le destin, j'aurais encore cette peur-là et j'aurais pas avancé. Et voilà, cette peur d'agir, faut prendre une confiance en soi, on peut y arriver et au pire des cas, on risque pas grand-chose. Le pire truc qui puisse nous arriver, c'est de mourir. Et si on meurt pas, on peut toujours rebondir. Il y a toujours des solutions. Des solutions qui viennent parce qu'on se sort le doigt du cul et on trouve des solutions, ou des solutions parce que des gens sont solidaires et nous aident, des solutions, enfin il y a toujours des solutions, on peut jamais être vraiment dans la merde si on agit. Mais il faut avoir cette envie d'agir et cette envie de changer les choses, de bouger les choses. Et cette peur cette trompée de voix, de trompée de carrière, etc. J'ai pas envie d'avoir de putain de regrets dans ma vie. Là par exemple, je pense au caissier que j'ai vu en Finlande. Il y a un caissier que je trouvais mignon, putain, et je me suis dit à la fin, quand je suis parti du magasin, j'ai dit putain, mais ça m'aurait coûté quoi de dire, en plus je suis en Finlande, je connais pas la personne, jamais de la vie je l'aurais revu, ça m'aurait coûté quoi de dire, écoute, j'avais envie de te le dire, mais je te trouve mignon. Et je m'en veux maintenant de pas lui avoir dit, parce que franchement, c'était juste mignon, ça aurait été un peu gênant, mais ça aurait été mignon quoi. Et bon, là c'est pas un choix de carrière ni rien, mais je vais pas vivre avec des regrets, parce que les regrets, t'y penses toute ta vie après, et plus t'y penses, plus ça te prend la tête. Et plus ça te bloque dans les prochains choix que tu fais, etc. Cette peur d'agir nous bloque de ouf, nous tous, dans tout ce qu'on fait. C'est un problème qu'on s'est créé parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de prendre des risques, alors qu'en vrai, je pense que plus on prend de risques, plus ce qui peut nous arriver peut être incroyable. Et en même temps, si ça merde, plus la chute peut être grande aussi. Mais encore une fois, à part mourir, qu'est-ce qui peut nous arriver d'horrible ? Il y a toujours des solutions. Après voilà, c'est vous juste avoir conscience que tous nos choix, nos décisions ont un impact dans notre vie, mais une fois qu'on a pesé le pour et le contre, il suffit d'agir et de limiter les dégâts, tout simplement. On n'a qu'une vie et il serait trop con de passer à côté. Voilà, j'espère avoir répondu à ce vocal-là. J'étais plus inspiré que le premier, c'était plus fluide. Est-ce qu'on passerait pas au troisième vocal maintenant? En vrai, c'est une angoisse qu'on voit chez pas mal de personnes. C'est l'angoisse du futur, en fait. Et aussi, lié à ça, je sais que j'ai l'angoisse de la défaite. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais du style, c'est à la fois, j'ai soif d'aventure, on va dire, et j'ai très très hâte de voir ce qui peut se passer dans les prochains mois.
Mais derrière, vraiment, ça m'angoisse de ouf de me dire putain, à tout moment, il y a un truc qui foire. À l'heure actuelle, j'ai une situation que je kiffe sa mère et j'ai trop peur de perdre ça à cause d'un petit détail de merde. C'est un mélange de tout. C'est l'avenir, la défaite, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais c'est ça mes plus grandes angoisses en tout cas. Je comprends. Cette peur de tout perdre dans ce qu'on entreprend, ça répond très fortement au vocal d'avant d'ailleurs. Cette peur de tout perdre et cette peur du futur, de ne pas savoir ce qui va arriver, je la comprends totalement aussi parce que je suis totalement dans cette situation où actuellement je vis un truc qui est très cool. Je bosse avec des gens qui sont incroyables, je suis toujours en galère de fric, mais je fais des projets qui me plaisent et tout, donc ça compense un petit peu. C'est vrai que tu as conscience que il suffit que tu fasses une couille, un truc qui passe pas, et tu perds tout. Et je pense que cette pression-là, ça peut être aussi un élément de motivation de dingue pour réussir des choses, pour se bouger, pour se donner à 1000% dans ce qu'on fait. Et après, ce que je fais je par passion. À zéro moment, ma motivation principale, c'est l'argent. Et c'est pour ça que j'ai pas non plus une situation hyper stable et que je suis revenu chez mes parents pendant très longtemps. C'est parce que je suis pas indépendant au niveau financier, mais parce que, encore une fois, j'ai envie de faire un truc qui me passionne, etc. Et je travaille jour et nuit pour me donner à 100% là-dedans, pour donner le meilleur de moi. Il y a toujours un moment où ça paye. Cette peur du futur, je pense qu'on peut beaucoup l'atténuer en se donnant justement à 100% à ce qu'on fait. Mais que ce soit dans le pro, dans le perso, etc. Si on se donne à 100%, on n'est peut-être pas récompensé au début. D'ailleurs, les gens trop gentils, souvent on se dit t'es trop bon, trop con, tu vois, tout simplement. La gentillesse et la bonté n'est peut-être pas récompensée à court terme. En revanche, à long terme, je crois que c'est le meilleur truc qui puisse arriver après, c'est que les gens ont conscience de l'investissement personnel, de la zéro attente en retour, de la bonté pure, quoi. Et je pense que ça, plus on est pur, plus le futur est bon. Peut-être que je suis un peu trop bisounours dans cette idée-là. En tout cas, moi je m'accroche à ce truc-là. Ce qui me fait plaisir, c'est faire plaisir aux gens. Tu peux te perdre dans cette idée-là, dans ton investissement personnel, dans le temps que tu mets, dans l'argent que tu mets dans des projets et tout. Donc faut savoir doser aussi, il faut pas tout mettre dans un projet sachant que tu vas tout perdre, quoi. De toute façon, les extrêmes sont jamais bons, faut jamais tomber dans un extrême. Mais en tout cas, garder cette pureté d'intention, c'est primordial. Tu vois, imagine un gros connard qui est très compétent dans un domaine. Il va être pris pour bosser sur un truc. En revanche, quand il va vieillir, il reste un gros connard. Et c'est souvent un gros connard qui devient seul. Et j'ai pas envie d'être ce gros connard qui devient seul. Faut pas avoir peur du futur si on fait les choses par bonté d'intention. Si on garde une pureté d'intention, on est forcément récompensé un jour ou l'autre par ça. Et encore une fois, il ne faut pas garder la pureté d'intention pour chercher à être récompensé. Je dis juste que c'est un truc qui découle forcément. Donc pour résumer, faut pas avoir peur du futur, parce que si tu fais les choses par bonté pure, ce sera forcément récompensé un jour ou l'autre. Il faut pas avoir peur de tout perdre non plus, parce que justement, si tu te donnes à 100% dans ce que tu fais, il y a peu de chances que ça merde. Et si ça merde, eh bien ta gentillesse te sauvera derrière. Voilà, l'équation est réglée. Je peux maintenant aller faire un petit sauna dans le petit chalet et rentrer de suite parce que j'ai extrêmement froid. En vrai, ça y est, du coup, c'est fini pour les vocaux. J'espère que ça vous a plu, ce petit échange de manière un peu interactive et... Oh merde, je sais pas comment finir, j'ai pas les mots. C'est compliqué de s'exprimer. Là, j'en suis arrivé à un bout où je n'ai plus les mots pour dire quoi que ce soit et ça m'emmerde. Voilà. Sache-le, Étienne. C'est un truc incroyable ce que je vis là. Naviguer au milieu de l'eau, d'être tout seul comme ça. Le lac, il n'y a pas une vaguelette. C'est absolument génial. Je vis ma meilleure vie là. Vraiment. J'ai pas envie de rentrer en France du tout. On rentre demain et ça m'angoisse, tu vois. On parlait des angoisses dans l'échange de maintenant là. Ça m'angoisse de rentrer en France. Vraiment. Bon les gars, il fait extrêmement chaud dans cette pièce. Il fait genre 95 degrés. Ah, comme tout Finlandais qui se respecte, finalement, le but c'est de sauter dans l'eau. Sauf que l'eau est approximativement à quoi 4 degrés. Bah c'est parti, on réfléchit pas. Hop hop hop. Oh là. Oh, mon tour. Ah, oh la vache. Oh. Ah, je me sens vivant! Oh. Ah les gars, je n'ai jamais senti mes muscles se raidir autant, d'accord? Oh putain, ça! Je t'aime! Oh! Bon, on pouvait pas partir sans l'avoir fait quand même, quoi. Bon bah, il ne reste plus qu'un. Hein. Allez. Oh, j'ai hâte. Et mec, j'ai un petit stress. Ah!
Mais tout va bien. On y retourne. C'est un malin. Je suis le malin, mais... Oh putain, c'est froid. Oh, le deuxième est... Oh, attends. Je peux pas parler. Le deuxième est bien plus froid que le premier. Oh la vache. Oh. C'est du 12 ans. Et ben on l'a fait. C'était la dernière grande activité du séjour. Oui. On repart demain en France. Est-ce que tu as envie de rentrer? Vraiment pas. Moi non plus. T'as envie de rentrer? Non mais attends, on va faire un petit plan finalement. Faut qu'on passe nos valises. Bah oui. Allez. Eh bien, j'ai bien peur que ce soit le dernier échange. Je trouvais ça intéressant de lancer la thématique de trouver sa place dans la société, trouver sa voie, ou se trouver. Parce qu'on a tous des chemins très différents. On en parlait déjà un peu, Alex, tout à l'heure dans la forêt, mais je peux dire déjà quelque chose, Étienne? Oui. Un point déjà très intéressant. Déjà, moi, par rapport à vous, j'ai pas le même âge. Ouais. Moi, j'ai 22 et tous les deux 26. Deuxième point différent. Thomas et moi, on est dans le côté création de contenu, créateur de contenu, l'audiovisuel. Toi, tu as créé une entreprise. Moi, je suis aussi dans la création, mais de boîte, c'est ça. Exactement. Et c'est là où j'arrête de voir un peu les avis et tout. Moi, je sais que par rapport à toi, qui est dans l'audiovisuel déjà depuis longtemps, moi je me lance tout fraîchement dedans. Enfin, ça fait 2 mois que je suis dans mes études et je sais vers quoi je vais tendre. Alors que toi, t'as un peu déjà ce retour sur expérience en fait. Bah, c'est pas si précis que ça, tu vois. Je voulais être archéologue pendant très longtemps, j'ai voulu être gynéco-accoucheur aussi. Rien à voir avec l'audiovisuel finalement. Je voulais être pâtissier, j'ai voulu être plein de choses. Et en fait, à chaque fois, tu te rends compte de certaines choses, etc. Et puis ton chemin se précise au fur et à mesure. J'envie énormément les gens qui savent exactement où ils vont. J'ai des potes, ils savent très bien depuis très longtemps qu'ils veulent être ce métier-là ou cette activité-là. Et pour eux, c'est clair, c'est de l'eau de source, ils foncent là-dedans et c'est hyper simple. Et le problème, moi, dans mon cas, c'est que j'aime plein de choses et je sais pas ce sur quoi m'arrêter. Et justement, je trouve que c'est un côté positif parce que du coup, je suis hyper curieux de plein de choses et je m'enferme pas dans un seul truc. Et en même temps, je suis expert dans rien. Mais du coup, moi ça m'a pensé à ça, parce qu'on va pas parler de micro-entreprise ni rien, parce que c'est pas une conférence de structure juridique. Mais est-ce que vous, là, le fait de devenir indépendant dans votre choix de parcours professionnel, le fait de créer votre propre voie, créer votre chemin en fait, est-ce que vous, c'est un truc qui vous a... Enfin, ça a toujours été clair dans votre tête? En vérité, oui. Et je me suis conforté à travers une période d'alternance CDD, en quelque sorte, où pendant 1 an, j'ai très clairement compris que je ne pouvais pas ne pas faire mes propres choix. Et en fait, c'est au-delà de faire ses propres choix, c'est se dire, je sais pas si j'ai raison, mais j'ai besoin de savoir si je vais me planter ou pas. Et toi, ça a été clair pour toi de devenir freelance? Moi, je pense que à partir du moment où j'ai découvert que ça existait, c'était on ne peut plus clair. Je sais pas vous, mais au lycée, au collège, j'ai jamais entendu parler du fait que tu pouvais être travailleur indépendant. Enfin, on te met toujours en avant des métiers, dans des entreprises, des trucs, mais on n'a jamais mis en avant les photographes indépendants, les gens qui créent leur propre structure, en fait. C'est juste ça. Moi, je sais que je voulais aller vers des métiers de l'audiovisuel, par exemple, mais sans but précis derrière. Il y avait un côté, voilà, c'est la branche, mais quand j'ai découvert que tu pouvais être photographe indépendant, oui, ça me vendait du rêve, quoi. Ouais. Et toi, Thomas, c'est un truc... Ah ben moi, très vite, j'ai compris que je pouvais pas travailler pour les gens, pour d'autres personnes. Je peux pas travailler pour des choses où je suis pas dévoué pour, où je suis pas en total accord pour. C'est ce truc-là d'être créateur, tu vois, où t'as une idée en tête, t'as un concept en tête, et t'as envie de la concrétiser jusqu'au bout. Tu vas de la conception jusqu'à la réalisation, et c'est le fait de concrétiser des idées qui, moi, m'anime. Et dans ce job-là de concepteur, je peux pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, quoi. En tout cas, ouais, trouver sa voie professionnellement parlant, c'est une grosse partie très importante, et pas facile quand tu sors du collège, etc., et études supérieures. Mais c'est pas fini, parce que trouver sa voie, c'est bien plus large que ça. Il y a aussi se trouver soi, trouver qui je veux être, ou trouver qui je suis. Et il y a une subtilité très importante là-dedans. Et pour commencer justement cet échange-là, j'ai très longtemps été dans qui je suis. Et ça m'a pris la tête. Tout mon lycée, qui je suis dans le sens... tu vois, genre, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce que je vaux, quelle est mon orientation sexuelle, quel est mon genre, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, ou qui je suis, c'est très très large encore comme question. Une vidéo ne suffira pas, mais on va juste toucher un peu à la surface de tout ça. Il y a toute cette question-là de qui je suis. C'était ce qui m'a rendu fou au lycée. J'en dormais pas de la nuit, j'en chialais et tout, c'était vraiment l'horreur. Et maintenant, j'en viens plus à qui je veux être. Et je me rends compte qu'en réalité, je suis qui je veux. C'est beau. C'est très vrai. Voilà. Moi, j'ai Fin de la vidéo. C'est vrai que moi, par rapport à vous, je sors plus fraîchement du lycée, mais même si ça fait quand même 4 ans.
Ouais, mais t'es encore dans cette période de transition. Un peu crise identitaire, tu vois. Ah ouais, totalement. Mais moi je sais que personnellement je suis, de ce que j'ai compris au fur et à mesure du temps de qui je suis, ou de comment les gens interprètent. Ça c'est très intéressant aussi, c'est comment les gens interprètent qui tu es et comment tu es. Parce que très souvent la personne qu'on est, c'est pas celle qu'on dégage. Très longtemps, je me suis vu à travers les gens. Et j'étais celui qu'on voulait que je sois. Alors c'est un peu complexe comme truc, mais c'est que je me voyais à travers les gens. Il y a un truc qui m'a longtemps fait rire, quand même, fait rire maintenant, plus qu'à une époque, c'était compliqué, mais c'est parce que j'avais un style très alternatif et j'étais un peu efféminé mon attitude, tu vois, j'étais pas ce gros mal alpha, toujours les bras devant et tout. Les gens pensaient que j'étais gay, tu vois. Ouais, même maintenant. Hein. Oui, mais après, plus par le physique, plus par le physique maintenant, mais c'est vrai, on peut rigoler, mais... Je m'y attendais pas. Mais après, c'est clair, mais plus par mon physique que par le style, tu vois. Alors qu'à l'époque, parce que j'avais un style différent, j'étais gay, tu vois. Parce que t'avais un style. Ouais, juste que j'avais un style tout court, tu vois. J'étais en mode, mais les gars, c'est terrible quand même de penser que quelqu'un de différent est gay et pas hétéro, donc normal, tu vois, pour ces gens-là à l'époque, tu vois. Donc pendant très longtemps, je me suis posé la question, et non, je ne suis pas gay. Enfin, les hommes ne m'attirent pas, tu vois. Je trouve les hommes très beaux, mais ils m'attirent pas. Les gens dans le commentaire qui vont faire putain. Ah merde. Chier. Non mais c'est vrai, mais pour autant tu vois genre moi j'adore être ce gars, avoir un peu les bras comme ça, Jack Sparrow, tu vois, genre et je me suis longtemps cherché là-dedans et je sais que maintenant ça fait partie de moi, tu vois. Alors, oui, d'aimer la mode, d'aimer le fashion, un peu fashionista, aimer la mode, il y a quand même l'image que je perçois de moi et comme tu as dit l'image que les gens perçoivent de toi. Et moi ce qui est très drôle c'est que d'extérieur beaucoup de gens m'ont dit que j'ai la gueule d'un énorme mal alpha ou genre macho un peu, alors que quand tu apprends à ne serait-ce que me parler 5 secondes, tu te rends compte... C'est un gros fragile. Ouais, si, on peut se le dire. Mais c'est ça en fait, c'est que je suis comme quelqu'un, je suis sensible, je suis gentil, je déteste être méchant, enfin tu vois, genre... Mais contrairement à ce sanglier à côté, Bowser, tu vois, foncièrement méchant. Mais ce qui est assez terrible, c'est que je sais très bien que cette carapace, elle est venue au lycée en fait pour un peu se protéger en fait. Mais au lycée, tout le monde est dans cette recherche d'identité. Au final, ceux qui t'ont catégorisé dans telle ou telle chose, c'est aussi des gens qui savaient pas où ils étaient. C'est vrai que j'ai découvert c'est passé du tout au tout entre le lycée et les études sup dans le jugement des gens. Au lycée, tu bouges un doigt et t'es catégorisé à un truc et tout. Alors que études sup, franchement, mais tu peux bouger 2 doigts, personne tire derrière. Non mais il y a un truc où personne te critique, tout le monde te dit ok t'es là, cool. Viens en soirée quoi. Et pareil, je l'ai vécu un peu pareil que toi, c'était en seconde ou première, seconde je crois. Il se trouve que truc tout con, tiens, ce que je fais maintenant, là je croise les jambes. Quand j'étais en cours au lycée, j'étais toujours les jambes croisées parce que je trouve ça plus confortable, tu vois. Mais attends, vraie question, c'est confortable. Mais regarde, ça fait une heure que je suis comme ça. Personnes qui disent oui, mais tu as quand même un engin entre. Non, tu peux. Non, moi j'ai une petite bite donc franchement, Non, moi je trouve ça très confortable. Et en fait, ce simple détail, fait que tout le monde a dit. T'es gay. Je suis passé par là. Oui, après j'ai fait 2 trucs aussi. Non, je n'ai pas. Non, j'ai pas fait ça, pas au lycée. Et en fait, plus tu entends t'es gay, plus tu dis mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis gay. Peut-être que je suis gay. Alors que jamais je me suis posé de question, tu vois, genre jamais vraiment, genre j'avais une copine tout mon primaire au lycée, au collège et tout, j'avais une copine en seconde, ça m'est jamais effleuré l'esprit, tu vois. Et en fait, tu commences à te dire mais en fait, peut-être que si tout le monde me le dit, peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe moi perso. Et en fait, les gens ont su avant moi qui j'étais, tu vois. Et t'as pas commencé à amorcer cette démarche de qui je suis, que les gens ont déjà trouvé pour toi qui tu étais. En fait, et donc c'est là où les études supérieures ont été une libération parce que j'étais enfin tout seul, chez moi, indépendant, avec des gens que je connaissais pas. Et je me suis dit c'est maintenant ou jamais où je peux rencontrer des mondes, discuter, échanger, passer soirée avec des gens, rencontrer d'autres personnes, d'autres profils et tout. Tu vois, souvent maintenant on me dit qu'est-ce que tu es ? On me demande de faire si je suis hétéro, si je suis gay, etc. Je fais écoute, j'en sais rien. Et par exemple, Mafia Carlito, je dis pas ça pour caler Mafia Carlito dans les vidéos encore une deuxième fois, mais Carlito me demandait quand j'étais sur la tournée avec les gars, au fait, t'es gay toi au final ? Et je sais j'en sais rien. Je peux pas te répondre, je n'en sais rien. Il y a des gens, ils savent qu'ils sont gays depuis longtemps. Et eux, c'est droit, c'est direct, c'est pas de question de se poser. Il y en a, ils savent qu'ils sont hétéros direct. C'est droit, c'est clair, c'est précis. Moi, je suis là entre les deux en mode, j'aime bien l'un, j'aime bien l'autre. Je suis pas bi pour autant, parce que c'est se catégoriser dans ce truc-là de bi, et j'en sais rien, ça dépend tellement de la personne que je pourrais pas te dire que je suis bi ou pas. C'est accepter les différences et en faire des forces en fait. C'est qu'au lycée, tu cherches presque à atténuer ces différences et justement rentrer dans des cases. Mais au final, je pense que le processus d'assumer tout ça, il est vraiment dans ok, c'est bon, enfin,
oui, je suis comme ça, quoi. Pour moi, en fait, se trouver, c'est très simple. En fait, on a une faculté de se prendre la tête pour des problèmes qui n'existent pas. Et bah tiens, enfin, c'est très drôle parce qu'à chaque fois, ça fait une semaine qu'on parle avec Étienne de ce truc-là, où de balance entre le pour et le contre, ce que je dois faire, etc. C'est un combat perpétuel avec toi-même. Et là, c'est pareil, en fait, on a une faculté de se trouver des problèmes, alors qu'on pourrait avoir une vie très simple. Et ce truc-là de trouver qui je suis, en fait, elle est très simple, c'est qu'on a peur du regard des autres, on a pas peut-être un manque de confiance en soi. On s'imagine des choses par le regard des autres. C'est-à-dire c'est parce que des gens nous ont dit à un certain moment que on était comme ça, où il y avait cette caractéristique, que du coup on se dit il faut que je la corrige. En fait depuis tout ce temps, en fait, j'ai pas besoin de changer pour les gens, changer pour moi, en fait je suis qui je suis. Et moi il y a un truc là-dedans où je suis pas hyper à l'aise avec le truc je suis qui je suis. Et si je dis je suis qui je suis, il y a un truc un peu passif derrière. Il y a un truc de je subis le fait que je suis moi, je peux pas changer, machin. Pour moi c'est bien plus complexe que ça. C'est je construis qui je suis. Et c'est pour ça que je dis je suis qui je veux. J'ai une idée très précise de ce que je veux être, des valeurs que je veux avoir, que je veux transmettre, etc. Et en fait il faut juste que je me l'impose. C'est ça. C'est tout simple. Oui, c'est ça, et tu veux tendre vers ça. Il y a un chemin en fait. Il y a tout un chemin à construire, tu vois, tu apprends, t'es pas du jour au lendemain parfait. Je suis un connard, c'est plus ça, je pense c'est plus ce côté-là où je sais vers quoi je veux tendre. Ça. Et tout le chemin, parce que c'est pas comme ça. Oui, et puis je sais que je suis pas parfait, je le serai jamais, mais ça m'empêche pas d'essayer de m'améliorer, d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne YouTube, où j'essaie de défier des peurs, des machins et tout. Ça va dans cette lignée-là aussi, de m'améliorer, essayer de devenir une meilleure personne, d'essayer de tendre vers qui je veux être. Et c'est passer d'un processus où tu changes pour les autres à un processus où tu changes pour toi, et pour ce que tu as envie de devenir. Ouais. Si la seule case qui est à créer, ce soit la tienne. C'est ça. Alors, tu voulais nous parler de perles. Ah oui. Ah bah oui, j'avais complètement zappé. Pardon, maman. Pardon. Et donc c'est là, à ce moment-là où on va se planquer. Voilà. Non, comme ça, tu vois. Mais tu vois, après j'en ai parlé avec ma mère et tout, donc y a pas de problème. Mais tu vois, pour mon anniversaire, à un moment j'ai voulu avoir un collier de perles. Parce que je trouvais ça stylé, tu vois. J'ai pas un physique à avoir une chaîne. Là, j'avais envie de porter un collier de perles, ou peu importe, tu vois, de porter un collier. Peu importe, mais pas un truc de mec, tu vois, genre ça me va pas, ça me représente pas, je me sens pas bien là-dedans. Et donc c'était avec qui me proposait de faire un cadeau, et je lui donne l'idée, et elle me fait, je peux pas t'offrir ça. Je dis, bah, pourquoi tu peux pas m'offrir ça? C'est pas un truc de mec. Et là, j'ai commencé à me tirer les cheveux là-haut, là. Je dis quoi, c'est pas un truc de mec, mais c'est quoi cette réflexion? C'est quoi? Elle me fait, oui, mais je peux pas, je peux pas offrir un truc qui me correspond pas dans mes valeurs, tu vois, entre guillemets, tu vois, mais c'est pas l'image que, quand je pense à toi, je pense pas à cette image-là de toi avec des perles, tu vois, il y a ce truc-là où tu peux pas offrir quelque chose, tu peux pas offrir un cadeau à quelqu'un avec un cadeau qui ne te parle pas à toi personnellement. Surtout si t'es mineur. Bah c'était pour mes 26 ans. Ouais. Ah oui, ça c'est important de compter. Ouais, important, ouais. Quand elle m'a dit non, je me suis dit putain, on m'empêche d'être qui je veux. C'est pas tellement le fait qu'on me dise que ça fait pas mec qui me bloque, c'est qu'on m'empêche de devenir qui je suis. J'avais vraiment envie d'être cette personne-là avec un collier de perles, de putain de perles blanches, tu vois. Et ouais, je me suis senti genre censuré, emprisonné dans un truc, et je revenais dans le moule de quand j'étais petit enfant, chez mes parents, etc. Transition parfaite, c'est le moment. J'ai le BAFA, je suis allé en centre de loisirs avec plein d'enfants entre 6 et 10 ans, et tu vois bien un peu le style que j'ai déjà. Donc des fois j'ai des t-shirts, c'est des robes, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai des lunettes un peu fashionista, enfin des trucs voilà. Et il y a plein d'enfants, justement qui avaient 8-9 ans, donc là je commence un peu à réfléchir, tu vois, et tout, qui faisaient ah mais t'es une fille et tout. Et j'avais je faisais oui. Et en fait, au début, tu sens que c'était pour te piquer en fait, parce que à cet âge-là c'est vraiment t'es un gars, t'es en bleu, t'es une fille qui met du rose. Et moi je suis venu briser tout ça. Et je suis un peu content de l'avoir inculqué dès cet âge-là en fait, que bah tu peux être un gars, porter des boucles d'oreilles, des t-shirts super longs, mettre des t-shirts roses en fait, et t'es toujours un gars pour autant en fait. J'en parlais avec un autre pote justement de ce truc-là, de qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Et en fait, on a tous en nous une image de la masculinité et de la féminité. Et on a un certain seuil de jusqu'où valent la masculinité et la féminité. Tu vois, quand on te voit vite fait de loin avec tu vois, tes lunettes de fashionista, tes machins et tout, tu es à une distance de la masculinité qui rentre pas dans le seuil de ce qui fait un homme ou une femme. Tu vois, si tu mets une jupe, tu vas être un peu plus loin que le seuil de tolérance qui rentre dans la masculinité. Et en fait, ce truc-là, il est complètement à casser en fait. C'est là où on rentre dans un débat qui est sans fin, où on parle de genre féminin, masculin, etc., théorie de genre, etc. C'est qu'en fait, on parle pas de la même chose. Les gens qui parlent de ce qui fait féminin, masculin, on parle pas du tout de ce qui est le corps physique. Là-dessus, on remet pas en question le fait que ce soit un homme ou une femme. C'est dans l'expression du genre. Et là-dessus,
on ne devrait même pas avoir de masculin et féminin pour moi, je pense. Ça reste une case comme une autre. Ouais. De toutes les cases qu'on a pu aborder ce soir, comme toutes les cases, en fait, on se rend compte que c'est une connerie. Comme tu le disais, c'est difficile aussi d'avoir des gens autour de toi qui n'ont pas la même définition de la case masculin, de la case féminin, mais ça fait aussi partie du jeu et il faut s'accepter dans ce fait de sortir d'une case et de sortir de la masculinité ou de la féminité. Je reprends ton mais il y a des cases, elles existent, elles sont confortables, mais pour vraiment vouloir qui on veut être, je pense qu'il faut savoir en sortir en fait. Et du coup, est-ce qu'on ne reviendrait pas au point de départ? C'est-à-dire, je ne suis pas qui je suis qui je veux être. Et qui je veux être, c'est sortir des cases. Incroyable. C'est quand même beau. Tout cet échange Pour revenir au point de départ. Merci beaucoup les gars, ça m'a fait très plaisir d'avoir cette discussion avec vous trois. Et merci pour ce voyage, puisque c'est probablement la fin de ce voyage. C'est très sympa de se reposer et de parler de la vie comme ça pendant 3 heures. Exactement, le lieu s'apprêtait bien à... Et moi je tiens à dire que j'espère qu'on le refera. Allez. Ça y est les amis, il est 6h30 et on doit repartir. On est mardi 8 novembre. On est arrivé le 31 octobre ici et ça nous fait de la peine de ouf de repartir. Je sais pas vous, mais moi j'ai absolument pas envie de repartir. C'est un petit peu dans le cœur, t'es un peu ému. Et en plus de ça, il y a tout le stress un petit peu de reprise, de rentrée en métropole et tout. La ville, le bruit, le travail. Si là on part en direction de l'aéroport, on a 3 heures de route, mais c'est ici qu'on sépare avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, à très bientôt et... non, vraiment. Tout au mot de la fin. Aucune conclusion, vraiment. Allez, on va courir après l'avion. Voilà. Ciao, on y va.